Bonjour à tous. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent puisque je commence à faire partie des murs, comme m'avait dit une de mes anciennes enseignantes, paix à son âme, lorsque je suis revenu pour passer mon UV de géologie, pas loin d'ici, au 74 rue Pasteur. Et elle n'était pas contente de ma prestation. Elle m'a dit « Ah, monsieur Taki, vous commencez à faire partie des murs. » Alors, quelques années plus tard, je me suis retrouvé pour les vœux du président, pas loin d'ici, et je suis allé tout simplement me présenter mes vœux et lui dire « écoute, vous avez bien vu, je fais partie des murs. » En réalité, tout ça pour vous dire que cette université, je la pratique depuis 1979-80, d'abord en tant qu'étudiant, et ensuite à partir de 1987 en tant que chargé de TD, chargé de cours, donc chargé d'enseignement. Et pour les cycles culturels, nous sommes 3 ou 4 à faire partie des dinosaures. Donc, Abdelaziz Taki, donc je suis diplômé en gestion et management international. J'ai fait aussi de la géographie ici à Lyon 3. J'enseigne l'économie et la géopolitique. Les deux vont ensemble. Donc, dans mes séminaires, j'insiste beaucoup sur la territorialité. La territorialité avec ce que le territoire comporte. Ses richesses du sol, du sous-sol, et ses vivants, ses humains. Tout cela, évidemment, donc, conduit à la conflictualité. Territorialité, conflictualité, et les conflits, ma précédente collègue vient d'en parler, avec une grille de lecture tout autre. Moi, ma grille de lecture sera toujours orientée sur la géoéconomie et la géopolitique. Donc, territorialité, conflictualité, enjeu, rapport de force à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale. Donc, c'est pourquoi je viens cette année avec 3 séminaires nouveaux et un ancien. Le premier séminaire sera consacré à la géopolitique des grandes monarchies. Alors, ça peut étonner, des grandes monarchies. Oui, en effet, c'est vrai, c'est pas parce qu'en France, nous en sommes complètement débarrassés depuis plus de siècles, qu'ailleurs, il n'y a plus de monarchie. Nous avons de grandes monarchies aujourd'hui, comme la très céleste monarchie japonaise, qui fait partie des plus anciennes, qui représente plus qu'un symbole, qui représente le ciment de la nation japonaise. Du côté, donc, de l'autre manche, nous avons une monarchie très ancienne aussi, la monarchie britannique. On voit combien les Anglais sont restés attachés à leur monarchie à travers les différentes cérémonies, et ce n'est pas que symbolique là aussi. Et au sud de la France, outre-Pyrénées, nous avons une monarchie aussi qui a sauvé la démocratie. Il s'agit de la monarchie espagnole. À la fin donc du Código, donc de Franco, en 75, c'est le roi qui a sauvé la démocratie, et il l'a sauvée au moins à 2 reprises. Après la mort de Franco, mais aussi après le putsch de Cortés avec le colonel Tejero. On ne doit pas oublier cela. Mais un peu plus au sud encore, on a une des monarchies les plus anciennes, la monarchie marocaine, hautement dynamique et présente sur la scène géopolitique, 12 siècles d'histoire, donc de système monarchique. Donc nous n'oublierons pas évidemment nos voisins du Benelux, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, et encore plus au nord, donc avec les royaumes scandinaves. Donc sont évidemment oubliés des royaumes bien hauts en couleur, avec des traditions très 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 marquées. Le royaume de Thaïlande en fait partie. Et je pourrais revenir ensuite vers un royaume qui est dans l'actualité géopolitique et qui n'est autre que le royaume d'Arabie Saoudite avec son prince Mohammed Ben Salman. Donc voilà un peu le tour d'horizon
Donc, on voyage évidemment dans le temps et dans l'espace et on analyse les rapports de force et les relations. Vous avez bien vu, l'actualité est là pour, donc, je dirais, l'attester. La visite du prince d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, à Paris, est là pour illustrer la puissance et la force de ces monarchies encore aujourd'hui. Donc voilà mon programme, évidemment. Alors cette année, si les conditions le permettent, nous essaierons d'organiser un petit voyage quelque part. Ça peut être tout simplement donc le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume de Belgique et les Pays-Bas. Hein. Pourquoi ? Parce que c'était un voyage parmi les premiers voyages que j'avais fait quand j'étais étudiant en géographie ici, avec le professeur Paul Mingré, un grand Européen et un grand géographe, notamment de la géographie économique et politique. Voilà pour mon premier programme. Le deuxième programme s'inscrit dans cette logique aussi. Et donc le deuxième programme, c'est le premier a lieu le mardi, pour ceux qui me suivent. Ça sera le mardi de 14h à 16h, salle B1, B2, B3. Le deuxième programme aura lieu, lui, le mercredi après-midi. C'est un programme déjà vu, mais qui a eu beaucoup de succès, et l'actualité géopolitique l'impose encore. Il s'agit de la géopolitique de la Méditerranée orientale. Plus que jamais, la Méditerranée orientale est un verrou, d'abord à travers la Turquie. La réélection du président Erdogan montre ô combien rien ne peut se faire au niveau donc de la grande région Méditerranée orientale sans la Turquie, et encore plus, rien ne peut se faire, notamment en matière de flux économiques, en matière donc de flux en particulier de céréales à destination d'Afrique et à destination donc notamment du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale, en particulier avec l'Égypte. Donc on voit bien que les négociations vont bon train, on voit bien que là aussi cette région attire des convoitises depuis l'antique Grèce jusqu'à nos jours, avec les découvertes de gaz. Les découvertes de gaz au large de Chypre, au large du complexe israélo-palestino-syro-libanais, je les appelle comme ça, ces pays, hein, tellement complexes et tellement imbriqués les uns donc les autres. Là aussi, on a bien vu que l'année dernière, il y a eu un premier accord sur le tracé frontalier maritime entre le Liban et Israël pour exploiter justement des gisements de gaz. Nous avons des croisements entre ces puissances, croisements entre des amitiés et des inimitiés. L'exemple que je donne, c'est l'Égypte d'Assisi, qui est ami de la Grèce, et par là même de l'Europe, de l'Union européenne. Et de l'autre côté, évidemment, la Libye du maréchal Haftar est plutôt connectée du côté de la Turquie. Et pour le moment, c'est un imbroglio. La partition de la Libye est encore une réalité entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, toujours avec des enjeux économiques et c'est des enjeux géopolitiques, comme le montre l'actualité encore une fois, à travers ce bateau de migrants en provenance donc de la Cyrénaïque, qui a coulé et dont on sait que forcément là aussi il y a le crime organisé, il y a les différents trafics qui ont lieu dans cette Méditerranée orientale.
Voilà pour cette Méditerranée orientale dans laquelle, évidemment, on verra vraiment ces oppositions et ces conflits territoriaux et ces conflits en matière de leadership, en matière donc de leadership comme celui de la Turquie, qui cache justement les difficultés internes de la Turquie. Il existe un certain nombre de difficultés en Turquie, notamment en matière d'inflation, en matière économique, qui cachent justement, qui sont cachées par la puissance et par cette toile d'araignée que tisse la Turquie, non seulement au niveau de la Méditerranée orientale, mais au-delà, avec les réseaux allant jusqu'en Afrique et avec des points d'appui, notamment dans certains pays et dans certains cercles. Je rappelle que la Turquie a construit en l'espace de 10 ans plusieurs édifices religieux en Afrique. La plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest a été construite et financée totalement, entièrement par la Turquie, notamment dans un pays anglophone qui est le Ghana, à Accra. Même chose au Mali, même chose du côté de Khartoum, au Soudan, et la liste est longue. Et les points d'appui donc de la Turquie en Afrique sont très très importants. C'est vous dire donc que le rayonnement de la Turquie est à la fois en direction du Moyen-Orient, en direction de l'Afrique, en direction de l'Europe, avec une présence d'une diaspora très dynamique et très importante, qui d'ailleurs souvent vote pour celui que certains de nos auteurs et de nos universitaires qualifient de nouveau calife disons de l'empire du nouvel empire ottoman. Troisième, voilà, ce 5 cours qui aura lieu le mercredi après-midi de 14h à 16h. Donc, qui commence normalement au début de l'année, au mois de septembre. Le troisième nous amène un peu plus loin, nous amène du côté de l'Asie musulmane, hors Moyen-Orient et Proche-Orient, dont je viens de parler avec la Turquie. Pourquoi ? Parce qu'on oublie souvent que l'islam est foncièrement ancré dans le territoire asiatique. Et le plus grand pays musulman en population, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, qui a un islam tout autre que celui de l'Arabie Saoudite, tout autre que celui de l'Iran, et tout autre que celui de la Turquie. Cet islam, c'est un islam vraiment d'adhésion, c'est un islam organisé, c'est un islam, je dirais, organisé à tel point que l'exemple de l'organisation, c'est Jama'iyat al-Ulama, l'association des oulémas d'Indonésie, qui à elle seule a 90 millions de membres. 90 millions de membres, c'est beaucoup plus que tous les autres groupes dont on parle et qui, évidemment, brillent malheureusement par leurs actes et leur violence et leur terreur. Donc, je n'énommerai pas, vous les connaissez. Mais je vous parlerai beaucoup de cette organisation, de sa place et de la place de ce pays comme vecteur d'un islam paisible, même s'il, évidemment, lui aussi a connu quelques attentats, même s'il existe 2 poches de violence aussi en Indonésie, Banda Aceh, la ville d'Aceh, sur le canal face je dirais, à Malacca, donc au détroit de Malacca, et on a eu aussi, donc, malheureusement, 1 ou 2 attentats à Bali. Voilà. Donc, le cœur de cet islam asiatique, c'est l'Indonésie, suivi par son voisin immédiat, la Malaisie. La Malaisie qui, pratiquement au même titre d'ailleurs que la Turquie, qu'Istanbul, attire le tourisme religieux musulman. Donc, des musulmans modernes passent leurs vacances à Kuala Lumpur, passent leurs vacances en Indonésie, comme ils passent leurs vacances aussi à Istanbul. Ce rayonnement de la Malaisie se confirme de plus en plus, se confirme et ne fait pas
ombrage à son voisin, l'Indonésie. Il le complète. Il le complète. Juste à côté, il y a un petit pays musulman aussi, donc, qui est une petite monarchie pétrolière, c'est le Brunei. Si on évoquera le Brunei et cette enclave, cette poche qui, un peu plus loin, donc, nous renvoie vers le sud des Philippines, avec cette fois-ci la présence de ce que j'appelle les minorités visibles, les minorités islamiques visibles. Là, au contraire, au sud des Philippines, c'est la violence des radicaux, des radicalisés du sud donc des Philippines, qui fait donc la spécificité de cette région. Nous quittons juste pour aller du côté de pays comme le Vietnam, de pays comme la Thaïlande et de pays comme Myanmar. Là, on a des minorités visibles, dont certaines sont arrivées jusqu'au pouvoir, notamment en Thaïlande. On a eu donc un général de confession musulmane, donc issu du Sud, qui est arrivé au pouvoir. Nous évoquerons les spécificités de ces minorités visibles en Asie du Sud-Est. Nous évoquerons aussi le sort d'autres minorités, et en particulier de la minorité ouïghour en Chine. Et de là, nous glisserons vers l'ouest, vers les républiques d'Asie centrale. Nous verrons quelles sont les spécificités, les particularismes de l'islam ouzbek, l'islam kazakh, l'islam tadjik, et cet islam qui, là aussi, s'est imposé après l'implosion de l'ex-URSS. C'est un voyage, là aussi, dans le temps et dans l'espace, avec en particulier un retour sur les villes aussi importantes que Bokhara et Samarcande, et sur leur rôle dans la diffusion du savoir dans tout le monde musulman. Donc voilà pour ce troisième programme. J'ai encore 5 minutes pour le quatrième. Le quatrième, c'est encore un autre voyage autour de la Terre, c'est la territorialité. Là, cette fois-ci, on repart en Amérique, et en particulier en Amérique du Sud. Ouais, c'est celui qu'on vient de voir là. Donc, oui, il y a eu un petit souci sur. Voilà. Donc, l'Amérique du Sud, le Mercosur en particulier, c'est le marché commun des pays d'Amérique du Sud, qui s'articule autour de la puissance par excellence, qui fait partie des BRICS, le Brésil. Le Brésil, je qualifie toujours le Brésil de seul pays industrialisé de l'Amérique du Sud. Même s'il existe effectivement des poches industrielles au Mexique, elles sont connectées sur l'Amérique du Nord, sur donc les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'association de libre-échange nord-américaine, l'ALENA. Donc c'est pourquoi, pour moi, le Brésil, c'est le seul vrai pays industrialisé. Et je donne souvent 2 exemples de cette industrialisation. Même si l'entreprise que je choisis a connu quelques difficultés depuis la pandémie. Embraer, vous avez tous entendu parler d'Embraer, de cette société donc aérienne, cette société qui a pu s'imposer. Mais durant la période pratiquement des années 80, 90, jusqu'au début des années 2000, jusqu'en 2010, le plus grand pays producteur d'aéronefs au monde, c'était le Brésil. Il ne produisait pas que les voitures allemandes, notamment une voiture mythique, donc la coccinelle. Donc il y a toute une industrie, il y a toute une région, donc dans l'arrière-pays de Sao Paulo, qui est vraiment un noyau industriel très organisé, avec les industries mécaniques, métallurgiques et électriques, mais aussi donc avec aujourd'hui une industrie pharmaceutique en développement. Donc le Brésil
c'est le pays émetteur pour des pays voisins. Et là aussi, je choisirais uniquement donc deux autres pays importants, dont un est vraiment a réussi sa transition économique et politique, c'est le Chili. Le Chili, pour moi, c'est un pays porteur. C'est un pays porteur autour, évidemment, de sa capitale, mais aussi autour de toutes ces régions dans lesquelles, aujourd'hui, on découvre un certain nombre de ressources donc géostratégiques pour nos futures batteries. Donc, dans la chimie, on sait que, et dans les ressources naturelles, on sait que le Chili dispose encore de réserves énormes de cuivre. On sait qu'il y a toute une histoire là-dessus. L'avènement de Pinochet et donc la chute de Salvador Allende s'inscrivait dans un conflit autour d'un produit stratégique à l'époque qui était le cuivre. Et là, ce pays revient de nouveau apaisé politiquement, mais avec une croissance assez considérable grâce aux ressources naturelles. De l'autre côté, nous avons l'Argentine aussi, un très grand pays. L'Argentine qui a du mal à trouver son chemin du point de vue géoéconomique. Du point de vue politique, là aussi, donc, des réussites au niveau de la transition ont eu lieu durant ces 3 dernières décennies, et on va continuer encore à les suivre, notamment à travers davantage d'ouverture. Donc, ces 3 pays sont pour moi les pays pivots, pour des raisons politiques, géopolitiques, économiques. Il ne faut pas oublier que, finalement, la démocratie fonctionne aussi dans ces pays. On a bien vu la transition entre un intermède de l'extrême droite avec Jair Bolsonaro et le retour, donc, aujourd'hui, d'un démocrate qui a été embêté et empêtré dans Petrobras, dans le scandale Petrobras. Donc, dans tous ces pays, le point commun, ce sont des scandales financiers, de la corruption. Mais il y a une justice, il y a un état de droit qui se met en place. Alors, on ne dira pas cela pour des petits pays dont je parlerai, aurai l'occasion de les présenter durant mon programme. Donc là aussi, peut-être un voyage que nous n'avons pas pu faire en 2013 au Brésil. Nous n'avons pas pu le faire parce qu'il y a eu l'élection, évidemment, de Bolsonaro. Mais je pense que j'inviterai ma collègue brésilienne pour donc nous accompagner dans ce périple. Donc j'ai eu l'occasion de visiter ces pays, et notamment le Brésil. Bon, c'est un pays accueillant, c'est un pays multicolore et donc d'une diversité extraordinaire entre le nord-est, Fortaleza, donc, et Porto Alegre. Vous avez le monde entier qui se déroule donc du nord au sud. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Voilà, merci. Merci, Monsieur Taki.